Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Brochu en direct. Cette fois-ci, on a vraiment un invité de marque. On a le privilège d'avoir avec nous M. Erwan Castel, un militaire de profession qui a fait le tour du globe. On ne s'en parlera pas trop aujourd'hui, mais je tiens à le remercier beaucoup de venir nous parler ici au Québec. Monsieur Castel, bonsoir dans votre cas. Bonsoir, bonsoir et merci beaucoup de m'avoir invité à cet entretien. Monsieur Castel, pour les gens du Québec et des Canadiens français, québécois qui ne vous connaissent pas trop, peut-être vous décrire en quelques secondes pour qu'on vous replace comme il faut. Très bien, donc j'ai 59 ans, je suis un personnage qui croit en la métempsychose, mais je préfère la vivre pendant ma vie terrestre initiale. Donc j'ai vécu successivement une période où j'étais officier de l'armée française, j'ai été officier parachutiste, ensuite j'ai été en Bretagne, donc, qui est ma terre natale, où j'ai milité pour la culture et l'identité bretonne. Après j'ai été en Guyane française, donc je me suis un peu rapproché du Québec, hein, parce que la Guyane française, c'est le deuxième territoire qui avait été colonisé par le Royaume de France après la Nouvelle-France. Voilà. Et donc là, j'ai exercé en Guyane française le métier de guide d'expédition en forêt amazonienne pendant 15 ans. Et ce petit paradis, en fait, a été bousculé par les événements géopolitiques, puisque au moment où la crise ukrainienne arrive avec les manifestations sur le Maïdan, parce que j'ai toujours continué à suivre cette géopolitique depuis mon plus jeune âge, eh bien, j'ai pressenti dès 2013, donc novembre 2013, qu'il allait avoir quelque chose d'assez dramatique qui se préparait en Ukraine, cette Ukraine que j'avais eu l'occasion d'étudier dans ses enjeux et ses menaces géopolitiques par le passé. Et donc, j'ai suivi avec attention, j'ai commencé à analyser, à expliquer un peu mon point de vue. Et lorsque les massacres ont commencé en 2014, notamment le massacre donc d'Odessa, à la maison des syndicats le 2 mai, le massacre de Mariupol le 9 mai, le massacre de Lugansk le 2 juin, à partir de ce moment-là, j'ai décidé un peu de refaire mon sac à dos que j'avais posé pendant 15 ans dans un petit village indien de Guyane française et de traverser l'Atlantique et une partie de l'Europe pour rejoindre donc le Donbass. Donc j'ai rejoint le Donbass, le temps de tout boucler, ma société, mes affaires, voire mes parents, etc. J'ai rejoint le Donbass en février, tout début février 2015. Donc, dans la ville de Donetsk, qui était à ce moment-là encore en pleine ébullition. Les combats sur l'aéroport venaient de se terminer. Et donc, j'ai rejoint immédiatement, dans un bataillon de Cosaques, j'ai rejoint les derniers combats de la poche de Debaltsevo. Et après, donc, j'ai enchaîné sur différentes mutations au gré des activités et des événements militaires. Donc, j'ai été sur le front de Marinka au sud-ouest de Donetsk, au niveau d'un bataillon de la garde républicaine. Ensuite, sur Dokuchev, 25 km au sud de Donetsk. Et enfin, j'ai servi au sein de la brigade internationale Piatnashka sur le front de Promka pendant à peu près 4 ans au titre de sniper. Et j'ai été très grièvement blessé en 2019 par une mine antipersonnelle ukrainienne qui avait été posée pendant la nuit par ce qu'on appelle un DRG, donc une unité de reconnaissance et de sabotage. Donc j'ai été très grièvement blessé. Par les dieux merci, j'ai pu m'en sortir grâce à la promptitude de mes camarades et à l'excellence des médecins des chirurgiens de la République de Donetsk. Donc j'ai eu 11 opérations consécutives, 2 mois de réanimation. Et donc là, je suis toujours en fait en situation sanitaire un peu compliquée, puisque j'attends une opération ultime en Russie pour me faire amputer et mettre une prothèse au bras gauche.
Voilà. Pendant ce temps-là, du coup, j'augmente mon attention et mon travail de réinformation en allant sur le front, rejoindre mes camarades pour quelques jours, revenant à Donetsk, travaillant sur le renseignement militaire, notamment l'interprétation photographique réalisée par les drones. Et puis, bien sûr, ce travail de réinformation que j'ai entamé il y a maintenant plus de 8 ans et que j'essaye d'alimenter quotidiennement à travers mon blog. Donc voilà, c'est ma petite présentation personnelle. Désolé si j'ai été un peu long, mais je voulais bien cadrer à la fois, j'allais dire, mon curriculum vitae et puis en même temps mon arrivée ici dans le Donbass. Moi, M. Castel, je vous ai découvert dans une entrevue que vous avez donnée, je crois, à M. Berkoff à Sud Radio, et j'ai pu constater la grandeur du personnage et toute votre passé en témoigne. Et vous n'êtes pas en ce moment là-bas dans le Donbass pour distribuer des jujubes, mais vous êtes vraiment là pour des convictions personnelles et je tiens à vous en... vous avez tout mon respect. Maintenant, je vous fais, grâce au capitaine Merci. Place... Oui. Donc, grâce au capitaine Place, on a été, on s'est connus là, il y a quelques minutes et on voulait vous entendre sur ce qui se passe actuellement sur le front parce que il y a toutes sortes d'informations qui émanent de l'offensive ukrainienne des derniers jours et je veux avoir votre point de vue là-dessus et les dernières nouvelles. Tout à fait. D'ailleurs, j'adresse un clin d'œil fraternel à Pierre Place, le capitaine Place, qui est un vieux camarade, si je puis dire, puisque nous étions ensemble au même régiment il y a, je sais pas, 25 ans peut-être. Voilà, c'est ça, à peu près 25, même plus, 25, 28 ans. Et donc, ça a été aussi un plaisir de le retrouver autour de cette tragédie ukrainienne et qui pour moi est également une tragédie européenne. Donc pour expliquer la situation militaire assez effervescente que l'on connaît depuis début septembre, je pense que je vais essayer très rapidement, très succinctement, de relater la stratégie russe depuis février, donc depuis le 24 février 2022. Donc on a vu la Russie reculer très rapidement dans ses revendications parce que l'OTAN a continué, malgré les avertissements du Kremlin, à progresser vers les frontières de l'OTAN. Il y a eu d'abord cette affaire du Maïdan, puis cette guerre du Donbass. Donc la Russie a toujours privilégié je dirais le dialogue et la négociation diplomatique, comme on a pu le voir pendant 8 ans autour des accords de Minsk, mais rien n'y a fait. Ce que j'appelle moi les ukro-atlantistes ont organisé en fait des violations quotidiennes du cessez-le-feu. Jusqu'à ce que la Russie finalement commence à taper du poing sur la table, amasse ses troupes et réclame en fait l'application d'un traité de sécurité collective. Clausewitz disait justement la guerre est la continuité de la politique, mais par d'autres moyens. Donc là, on a exactement l'illustration de cette sentence de Karl von Clausewitz, puisque les propositions diplomatiques russes ont été rejetées, et donc le Kremlin qui, comme l'a très bien expliqué le président Poutine, la Russie se retrouve un peu comme un boxeur dans ses cordes, ne peut plus reculer d'un mètre. Elle est sur ses frontières avec une menace de plus en plus exprimée, russophobe et militaire de la part de l'Ukraine. Donc, elle a décidé de prendre l'option militaire. Mais il faut quand même, pour contredire factuellement les rodomontades des propagandistes occidentaux, que la Russie n'a jamais voulu envahir l'Ukraine. Ça, c'est une connerie monstrueuse que de prétendre cela, puisqu'on n'envahit pas l'Ukraine avec 120 000 hommes sur 2000 km de front à ce moment-là. On est le 24 février 2022 et on voit que la Russie, d'ailleurs, ne cherche même pas à capturer les villes, elle les contourne, comme à Tchernigov, à Soumy, à Kharkov, à Kiev. Parce que pour prendre une ville, je parlerai simplement d'une ville comme Kiev, qui fait plus de 700 km². En fait, n'importe quel stratège militaire avec 2 neurones qui fonctionnent vous dira qu'avec 120 000 hommes, c'est-à-dire l'effectif que la Russie a consacré
pour tous ces théâtres d'opération en Ukraine, rien qu'avec 100 000 hommes, on ne capture pas une ville comme Kiev. Alors quand j'entends les théoriciens de plateaux télévision dire que la Russie a échoué à capturer Kiev, bah, tout simplement parce que la Russie ne cherchait pas à capturer cette immense mégapole. Elle voulait prendre Gostomel, donc, qui est un aéroport situé à l'ouest de Kiev, et là, effectivement, elle va connaître son premier échec tactique, puisque la capture de l'aéroport de Gostomel n'a pas pu se faire dans les délais. Donc, du coup, le pont aérien n'a pas pu être effectué. Elle a été obligée d'engager une logistique routière qui n'était pas viable sur le long terme. Et donc, très rapidement, elle va abandonner ce théâtre d'opération Nord qui est donc autour de Kiev à Soumy, et elle va se reconcentrer. Là, c'est la fameuse deuxième phase stratégique qui est engagée donc à partir d'avril. Elle va se reconcentrer sur le secteur du Donbass. C'est ce qui est déclaré et réalisé par le ministère de la Défense russe, à savoir que la priorité, c'est la protection des populations de Donetsk et Lugansk, qui sont bombardées quotidiennement depuis 8 ans. Et donc, on va voir en fait se rééquilibrer les forces principales russes et républicaines sur cette fameuse ligne de front du Donbass. Alors, cette deuxième phase stratégique russe va opter pour une progression lente. Alors, quand je dis opter, elle subit aussi, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans une dynamique de volonté de progresser lentement pour avoir un minimum de pertes et aussi occasionner un minimum de pertes auprès de la population civile, mais aussi elle va subir. Il ne faut jamais être, vous savez, si vous avez un peu parcouru mon blog, vous avez dû voir que je ne suis pas dans un manichéisme de la pensée. Et effectivement, là, on voit une armée russe quand même très audacieuse, avec quand même des moyens réduits. Hein. Là, à ce moment-là, en avril, elle est montée à 150, 160 000 hommes, qui va affronter frontalement les plus dures positions ukrainiennes, puisque les Ukrainiens, sur cette région du Donbass, creusent, bétonnent, fortifient les villes, les villages et les tranchées depuis 8 ans. Donc on peut imaginer, et je peux en parler à titre personnel, parce que j'ai été engagé pendant 5 ans face à des positions ukrainiennes, à moins de 200 mètres de ma position, et je peux certifier que c'est vraiment des vrais bunkers, c'est des vraies forteresses profondément enterrées, bétonnées, et qu'il est très difficile de mener un assaut dans une steppe qui n'a pas de protection naturelle, c'est-à-dire qui ne présente pas de relief, qui ne présente pas de forêt, qui en plus est fortement minée. Donner un assaut sur des positions défendues et fortifiées comme celles des Ukrainiens, c'est extrêmement difficile. Et lorsqu'on n'est pas sur ce type de configuration terrain, on est dans des villes. Et tout le monde peut comprendre, et tout le monde a pu voir à travers ne serait-ce que les livres d'histoire ou les films même reconstitués par les studios de télévision et de cinéma, tout le monde peut constater que les combats en zone urbaine sont parmi les combats les plus violents, les plus difficiles de l'histoire militaire. Après, je précise, les combats qui se déroulaient autrefois en mer, entre navires, corsaires, etc., qui, de mémoire des historiens et de ceux qui y ont participé, étaient vraiment le cauchemar absolu de l'art militaire. Mais les Russes ont progressé. Ils ont pris des villes. Alors, ils ont pris d'abord Volnovara, ils ont pris Mariupol. Ensuite, ils ont pris Popasnaya, qui est un peu plus au nord. À partir de Popasnaya, ils ont pu faire des pénétrations sur 3 directions, ce qui a permis de déstabiliser le front ukrainien. Du coup, Severodonetsk et Lysychansk sont tombés. Mais tout ça, ça a pris du temps. Ça a pris, en gros, 4 mois. Or, vous savez, le temps, lorsqu'on progresse lentement, effectivement, on peut utiliser le facteur temps à son profit pour user, faire une guerre d'attrition auprès de l'ennemi, économiser ses forces. Effectivement, le temps peut être un atout, mais au-delà d'une certaine longueur, ce même facteur temps
devient en fait un problème. Pourquoi? Parce que l'ennemi en face l'utilise également pour se renforcer, pour se réorganiser, etc. Donc, par exemple, l'armée ukrainienne, qui avait une force d'environ 250 000 hommes au mois de février, elle a encaissé le choc. Je dis dans mes blogs, dans mes articles, je le dis assez régulièrement en parlant des combats et en essayant de les décrire d'une manière la plus honnête possible. Je dis, voilà, là, les Ukrainiens se sont battus honorablement. Voilà. Quand ils bombardent les populations civiles ou qu'ils torturent les prisonniers de guerre russes, je dis que ce sont des soudards et des psychopathes. Mais lorsqu'ils se battent, je dirais, normalement, comme des soldats, je dis qu'ils se battent honorablement. Donc, l'armée ukrainienne était de 250 000 hommes. Dès le mois de mars, ils ont lancé la mobilisation, ce qui est logique en situation de guerre. Ils ont lancé la mobilisation. Ils ont donc levé des brigades territoriales. Ils ont levé des brigades de conscrits. Ils ont eu quelques volontaires qui sont venus les rejoindre. Et donc, tout ce beau monde qui aurait pu être chair à canon s'il avait été directement jeté dans la bataille, en fait, pendant 4 mois, ils voient toutes ces brigades vont être formées, vont être équipées. Et c'est là qu'intervient l'OTAN. L'OTAN intervient d'une manière très, très importante dans cette phase, je dirais, dans cette stratégie d'équipement des nouvelles forces armées ukrainiennes, puisque ces nouvelles brigades vont être encadrées par des instructeurs de l'OTAN, vont être équipées avec du matériel et des armes de l'OTAN. Et on le sait maintenant, depuis le mois d'août, il y a 10 000 Ukrainiens qui sont en contingents successifs formés en Grande-Bretagne. Et l'Espagne vient de déclarer, il y a, je pense, une semaine environ, je ne sais plus la date précise en mémoire, mais l'Espagne a annoncé qu'elle allait également accueillir des brigades ukrainiennes pour des formations. Alors, ce sont des formations paroxysmiques, accélérées, et qui se font carrément dans les pays de l'OTAN. Avant, pendant 8 ans, on a vu les instructeurs de l'OTAN arriver en Ukraine. Moi, j'ai même des témoignages directs et personnellement, à deux occasions, il y avait des unités avec des instructeurs de l'OTAN, officiellement instructeurs, bien sûr, on va rester dans le factuel, qui étaient en face d'une opposition. J'ai même vu plusieurs fois le drapeau américain hissé au-dessus des bunkers ukrainiens. Donc ça. Alors le Canada, dont malheureusement le Québec fait encore partie, le Canada avait quand même monté, je crois, dès 2015, une coopération avec l'Ukraine pour créer ce qu'ils appelaient l'opération unifiée. Donc, qui est, en fait, les Canadiens ont été un des contingents les plus importants dès 2015 à s'installer dans les bases et les terrains de manœuvre ukrainiens dans la région de Lvov pour former en fait les brigades d'infanterie mécanisée et motorisée ukrainienne dès 2015. Les Britanniques, eux, ils se sont tout de suite beaucoup plus spécialisés sur les formations des forces spéciales. Donc, ils avaient envoyé des SAS, environ 300 instructeurs, des commandos instructeurs. Donc, on ne sait pas vraiment à quel niveau de l'instructeur devient commando. Et ils étaient basés sur la base d'Otchakov. Otchakov, c'est une base maritime de la mer Noire située entre Odessa et Kherson. Donc, les Britanniques, c'était les forces spéciales. Les Canadiens, c'était en fait les formations basiques d'infanterie, tactique, etc. et procédures. C'était en fait tout ça, plus les Américains, bien sûr, qui étaient plus dans l'aspect technique, c'est-à-dire connaissance et manipulation et maîtrise des armements modernes, comme les lance-roquettes anti-char Javelin, etc. Et toute cette organisation de l'OTAN avait pour objectif, à partir de 2015, de normaliser l'armée ukrainienne pour lui permettre d'avoir tous les paramètres pour l'intégration dans l'OTAN. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est-à-dire que, et là ça confirme en fait les inquiétudes de Moscou, c'est que l'Ukraine a dès le départ, c'est-à-dire au lendemain du Maïdan,
affiché son intention ferme d'intégrer l'OTAN, ce qui est absolument inacceptable pour la Russie. Monsieur Castel, à Radio Infocité, ici au Québec, on l'a dit tout de suite en partant que c'était monté de toutes pièces et que si on va revoir juste un peu le passé, on s'aperçoit vite de ce phénomène-là que vous venez de décrire. Donc, merci de le répéter et oui. Il faut prendre comme référence, et là je ne prends pas une référence russe qu'on peut qualifier de propagandiste, il faut juste prendre la référence, le grand échiquier de Zbigniew Brzezinski, donc il a écrit, je crois, en 1997, où il décrit d'une manière précise, détaillée et ferme l'importance stratégique de l'Ukraine et la nécessité pour l'OTAN de capturer ce territoire, d'en faire une colonie militaire pour bloquer la Russie et empêcher la Russie d'avoir toute forme de relations économiques, politiques, etc., avec l'Europe. Et même si on est minoritaire au Canada, sachez qu'en tout cas, il y a des gens comme moi et bien d'autres qui n'ont jamais partagé cette idée-là d'envoyer des Canadiens là-bas en Ukraine, dans un pays qui ne nous concerne pas. Et on a expliqué comme il faut ici, au Canada, nous sommes sous l'emprise de Mme Chrystia Freeland et de George Soros, qui semblent dicter nos politiques extérieures. Jamais au Québec, on a voté pour faire entraîner des militaires en Ukraine. Tout à fait, surtout connaissant que l'Ukraine, en fait, c'est une poudrière. Hein, c'est une poudrière. Donc, c'est non seulement il n'y a pas d'intérêt finalement à mettre le doigt dans l'engrenage, mais surtout, ce doigt dans l'engrenage, on peut y faire disparaître tout le corps. Hein. Pour revenir à l'offensive ukrainienne, et nous, on le remarque aussi à Radio Infocité ici au Québec, l'implication de l'OTAN dans le conflit là, est maintenant est un fait. Et là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Ben, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Vous avez entièrement raison, puisqu'en fait, par 3 fois, il y a eu des balbutiements de volonté de négociation, et par 3 fois, en fait, il y a eu des événements ou des pressions qui ont été exercées pour abandonner tout chemin vers la négociation. Hein, donc, on en reparlera dans la deuxième partie de la réponse. Voilà. Mais je veux revenir donc sur cette deuxième phase avec l'histoire de la dimension temporelle qui est devenue, après avoir été un avantage pour les forces russes, qui est devenue également un avantage pour les forces ukrainiennes. Et donc, il fallait vraiment songer à changer le format, quelque part stratégique, de ces opérations militaires russes. D'ailleurs, j'avais écrit un article le 28 août, si mes souvenirs sont bons, où j'avais dit justement, maintenant, nous devons certainement nous attendre à voir une nouvelle phase stratégique russe intervenir en Ukraine parce qu'ils piétinent et ils doivent passer à une autre vitesse. Voilà. Ils doivent passer à la vitesse supérieure. Honnêtement, M. Castel, honnêtement, nous, on pensait aussi que dans cette attente-là de l'armée russe, le front avançait plus beaucoup. On croyait aussi que les Russes, le temps jouait pour eux autres parce que le général Hiver s'en venait. Donc, on croyait à ça aussi. Alors, moi, je pense que là, je vais faire une parenthèse à propos du général Hiver. Je temporise un peu. Je temporise un peu. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Je vais vous expliquer succinctement mon raisonnement et ma logique. Pour moi, le général Hiver n'est pas un facteur, de bascule au niveau des opérations militaires en Ukraine pour plusieurs raisons. Primo, on n'est plus à l'époque napoléonienne. Donc aujourd'hui, l'hiver est certainement handicapant, mais pas dans la proportion qu'on a pu le connaître, qu'on a pu le vivre dans les guerres précédentes européennes. Deuxièmement, l'hiver est surtout un problème pour l'armée qui est en offensive. L'armée qui est en défensive, en l'occurrence les Ukrainiens, l'hiver n'est pas trop un problème pour eux. C'est celui qui se déplace, qui se met à découvert, qui emprunte les champs, les chemins et les routes, là oui, l'hiver peut devenir problématique. Et enfin, le troisième élément qui pour moi est aussi non négligeable, c'est que, vous savez, les Ukrainiens et les Russes, c'est tous les deux des Slaves. Mm-hmm.
ce sont des peuples slaves. Ce sont des peuples, ce n'est pas, il y a pas une armée qui se déplace dans un nouveau biotope. Ils connaissent l'hiver, ils le vivent mentalement. Ce sont des gens rustiques. C'est pour ça d'ailleurs que le conflit s'éternise un peu plus. Parce que nous avons en face, comme je le dis un peu trivialement, c'est des tapes dures qui se tapent dessus, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment une guerre mentalement civile. Parce qu'on a des Russes qui ont une capacité de résilience, une rusticité, une ardeur au combat, qui se battent contre des Ukrainiens qui ont également, parce que ce sont les mêmes Slaves quelque part dans la mentalité psychologique collective, qui ont également une rusticité, une capacité de résilience, et qui, lorsqu'ils sont au combat, ben, ils tapent dur aussi, quoi. Il ne faut pas oublier que l'armée rouge, qui a fait la gloire finalement de la victoire sur le nazisme, était composée avec énormément d'Ukrainiens. Alors on parle beaucoup dans le contexte antimondialiste des Ukrainiens bandéristes qui ont collaboré, qui ont servi sous l'uniforme nazi, mais il y a eu aussi énormément d'Ukrainiens qui ont combattu au sein de l'armée rouge. Et des Ukrainiens, notamment de la région Est, de la région de Krivoï Rog, du centre, même de Kiev. On a eu énormément de valeureux soldats qui ont montré tout leur courage individuel. Donc l'hiver et ces mentalités guerrières font que il n'y aura pas beaucoup, je pense, d'influence au niveau des changements saisonniers. Alors, la deuxième phase a permis à l'Ukraine de se remplumer un petit peu. Et donc, du coup, ce qui aurait été des chairs à canon au mois de mars-avril sont devenus en fait des unités opérationnelles. Donc, on a à peu près une quarantaine de brigades ukrainiennes. Je rappelle qu'une brigade, c'est environ 2000 hommes, entre 2000 et 2500 hommes. On a environ une quarantaine de brigades ukrainiennes qui ont été reconstituées ou formées, nouvellement levées, qui sont réparties en 3 grands corps d'armée. Donc un corps d'armée sur la région de Nikolaïev, Odessa, un deuxième corps d'armée sur la région de Krivoï Rog, donc c'est à peu près au milieu de l'Ukraine, mais sur la rive occidentale du Dniepr, et enfin un troisième corps d'armée qui est plutôt sur pas Nikopol, sur Kharkov. Et donc c'est le premier corps d'armée et le troisième corps d'armée que je viens de citer qui ont été engagés sur les grandes offensives ukrainiennes que l'on vit depuis donc le 2 septembre. Alors ça a commencé, ça a commencé le 28 août. Les Ukrainiens ont lancé une offensive sur le front sud, sur 5 directions différentes. 3 ont échoué d'une manière assez dramatique puisqu'ils ont eu environ 2 à 3 000 morts. Et sur 2 autres secteurs, par contre, ils ont réussi à gratter quelques villes et villages. Donc, notamment, pour le village le plus important, c'est Visokopole, qui est au nord-ouest de Kherson, à peu près assez éloigné de Kherson, comme à plus de 100 km de Kherson. Et c'est un village, je crois, de à peu près, si mes souvenirs sont bons, 4000 habitants. Voilà. Sinon, tout le reste des villages qui ont été capturés par l'armée ukrainienne sur le front sud, c'est vraiment des tout petits villages agricoles. Il y a à peu près une dizaine maximum au mieux de leur forme et de leur offensive sud. Ils ont dû capturer à peu près une dizaine de petits villages d'environ 300-400 habitants chacun. Donc ça reste quand même des succès tactiques qu'on va dire très minimalistes, et surtout pas très rentables au vu des pertes qu'ils ont subies. Parce que c'est toujours un rapport gain-perte, bien sûr, même à l'armée. Si vous perdez 1000 hommes pour progresser de 500 mètres, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une victoire à la Pyrrhus. Donc dans le sud, on va dire globalement qu'à l'heure actuelle, l'offensive ukrainienne est un échec. Alors, je dis bien à l'heure actuelle, parce que les infos militaires que j'ai eues il y a 1 heure, c'est qu'il semblerait qu'il y ait des nouvelles attaques ukrainiennes sur ce front sud. Donc ça, c'est la partie Kherson, j'en parle plus. Parfait. Après, on a vu le 7 septembre, et là, quelque part, ça a été une surprise militaire, c'est qu'on a vu une grande offensive se lancer donc entre la ville de Slaviansk, qui est le bastion principal des forces ukrainiennes dans le Donbass,
donc dans le nord de la République populaire de Donetsk, et la ville de Kharkov. Donc là, il y a la ligne de front fait une espèce de coude en suivant grosso modo le cours d'eau d'une rivière qui s'appelle la Siversky Donetsk. Si les gens sont passionnés de cartes militaires, je les invite à regarder attentivement les cours d'eau par rapport aux lignes de front. Et on va s'apercevoir que même au XXIe siècle, le cours d'eau reste un élément essentiel pour fixer finalement une force armée, soit en défensive, soit en offensive. Donc la ligne de front circulait un peu le long de cette rivière Seversky Donetsk, avec notamment un point d'appui tournant au niveau du coude. Ce point d'appui s'appelait Balakleia, ou s'appelle toujours Balakleia. Donc oui. Balakleia, qui en plus est une ville d'environ 25 000 habitants, dans laquelle il y avait le plus gros dépôt de munitions ukrainien et qui avait été capturé, je crois, au mois de fin mars, oui, il me semble fin mars, par les troupes russes, et donc qui était vraiment on va dire la pierre angulaire occidentale de cette ligne de front. Donc Balakleia, et derrière Balakleia, on avait une colonne vertébrale logistique. J'utilise ces images-là pour essayer d'être le plus clair possible. C'est-à-dire qu'au nord, on a les frontières russes avec la région de Belgorod. Au sud de cette frontière russe, dans cette région contrôlée par les Russes, on a deux grandes villes. On a la ville d'Izium, qui est un important carrefour ferroviaire et routier. Et par ce carrefour arrivait la logistique russe, qui ensuite était, on va dire, distribué un peu sur Balakleia, un peu vers Izium, un peu de l'autre côté de la rivière Oskol, donc en fait qui alimentait la logistique de tout ce front russe du Nord Donbass. Donc les Ukrainiens ont lancé une attaque, ils ont rapidement conquis, par un encerclement opératif de l'artillerie, ils ont conquis la garnison, ils ont obligé la garnison de Balakleia à refluer. Ensuite, ils ont poursuivi leur poussée d'une manière très très rapide, extrêmement rapide, jusqu'à arriver aux lisières de Kupiansk, justement cette grande ville carrefour logistique important du dispositif russe, et plus au sud, d'Izium. D'Izium qui est également la base arrière à partir de laquelle est articulée toutes les opérations offensives russes vers Slaviansk. Donc, c'est une victoire, peut-être la première vraiment victoire stratégique importante obtenue par les Ukrainiens, parce que tous les autres succès, peut-être à part Gostomel, mais qui est plus un succès tactique que stratégique au tout début des opérations militaires en fin février, tous les autres retraits russes, on va dire que ce sont des retraits volontaires. Les Russes ont dit, bon, ben là, c'est plus rentable, on se retire. Donc, par contre, là, effectivement, on a un retrait russe parce qu'il y a une pression offensive ukrainienne. Ça, c'est indéniable. Il ne faut pas se voiler la face. Mais, vous savez, comme je le dis, on ne fait pas de partie d'échecs, on ne gagne pas aux échecs sans perdre des pièces. Toutes les guerres, ce n'est qu'une succession de succès, de victoires et de défaites. Et ce qui compte, c'est surtout la dernière victoire, on va dire. De victoire totale, en fait, pour les Ukrainiens. Donc, ce qui se passe, c'est que je considère, moi, que cette offensive sur Balakleia et les succès qu'elle a obtenus sont, je dirais, le point de bascule stratégique des opérations militaires russes. C'est-à-dire que c'est vraiment le déclencheur de ce que j'appelle, moi, la troisième phase stratégique. Et moi, je pense même qu'on va avoir beaucoup plus qu'une simple augmentation du format militaire russe en Ukraine. On va carrément passer sur un nouveau format. Alors, c'est ce que Poutine disait, que vous n'avez rien vu encore. Hein? C'est un peu ça que... Oui, il a dit ça au mois d'août. Il a dit, nous n'avons pas encore commencé. Alors, le grand souci que j'ai, moi, dans cette histoire-là, c'est que les opérations militaires sont finalement poussées par l'obstination de l'OTAN à chercher absolument une guerre avec la Russie. Mais par proxy, bien sûr, par proxy, qu'on soit bien d'accord.
Ah oui. C'est-à-dire que les États-Unis, ils aimeraient bien qu'une guerre internationale intervienne sur le sol européen et eux, ils resteraient tranquillement de l'autre côté de l'Atlantique à compter les coups, à compter les points. Et Voilà. ensuite, bien sûr, à la fin de la guerre, à venir tout reconstruire. Puisque le grand système capitaliste, qui est un peu le moteur du mondialisme de Washington, c'est à chaque fois qu'il y a une crise mortelle à ce grand capitalisme mondial, eh bien, on sort du jeu de cartes, le joker, vous savez, le fameux joker, crise, guerre, reconstruction. On l'a vécu avec la première grande crise industrielle au tout début du XXe siècle et il y a eu la Première Guerre mondiale. Après, il y a eu la fameuse crise de Wall Street de 29 et ses soubresauts successifs et on a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, grâce à ces grandes guerres, ces boucheries absolument terrifiques, eh bien, le système financier mondial a pu se restart, hein, on dit en anglais, donc a pu se réinitialiser. Donc là, aujourd'hui, on voit très bien que le système économique s'effondre d'une manière drastique, accélérée et mortelle. Et donc, ils ont essayé avec le Covid de surseoir un peu à ce total collapse, hein, à cet effondrement. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, j'ai bien peur, moi, aujourd'hui, qu'à travers la crise ukrainienne, le système mondialiste cherche absolument un cataclysme militaire mondial, international, pour tenter de redémarrer son système. Puisque déjà, la première chose qui se passe en cas de guerre internationale, on efface la dette. Alors vous imaginez, si les États-Unis peuvent effacer leur dette d'un claquement de doigts, ça va les soulager. Ainsi que d'ailleurs la plupart des pays européens, dont la France. Donc, l'intérêt est un intérêt cynique, uniquement basé sur l'économie capitaliste, et qui, comme c'est un système non pas immoral, mais amoral, comme c'est un système amoral, eh bien, elle est tout disposée à sacrifier sur l'autel de la marchandise, finalement, des millions d'Européens, à commencer par les Ukrainiens, et puis une partie des Russes, et puis peut-être une partie des Polonais s'ils font la connerie de rentrer dans la danse, etc., etc. Donc, ce qui m'inquiète le plus dans cette histoire, c'est que bien sûr, je suis pas là pour rien. La Russie, selon moi, est légitime. Elle a une vision métapolitique qui est celle du monde multipolaire, qui pour moi est la meilleure vision viable dans l'avenir. Elle a ontologiquement une vision politique qui est la fédération, donc ce qu'on appelle l'idée d'empire, non pas dans le sens de l'impérialisme. Il faut faire attention aux étymologies similaires parce que, par exemple, le féminisme n'a rien à voir avec la féminité et l'impérialisme n'a rien à voir avec l'empire. Donc il faut revenir, je pense, à la sémantique originelle et considérer que l'idée d'empire, dont l'expression ou la déclinaison politique moderne s'appelle le fédéralisme, l'idée d'empire, c'est aussi la meilleure solution pour, je dirais, vivre ensemble. C'est-à-dire faire en sorte que dans une entité bien précise, des communautés différentes en culture, en ethnie, en religion, etc., etc., puissent quand même se souder autour d'une communauté de destin. Donc, cette Russie, pour moi, incarne la meilleure solution. Donc moi, ce qui m'inquiète dans cette histoire-là, c'est qu'en ayant, je dirais, la légitimité et la justesse de son combat de son côté, la Russie, malgré tout, subit. Elle subit finalement cette stratégie occidentale. Pourquoi ? Parce que la stratégie occidentale ne respecte pas les règles. Comme c'est quelque chose d'amoral, elle se moque complètement des règles. Donc, elle a trahi ses promesses de 1991 de ne pas déployer l'OTAN vers la Russie. Elle a déchiré le discours de 2007 du président Poutine qui demandait d'arrêter la progression de l'OTAN en Europe de l'Est. Elle a brisé finalement la pacification qui avait été faite du conflit en Géorgie en attaquant les républiques d'Abkhazie et d'Ossétie en 2007, mais aussi les casques bleus russes qui y étaient. Donc on voit très bien qu'en permanence,
tout ce qui est promis par les Occidentaux est aussitôt violé par eux-mêmes. Les accords de Minsk ont été signés en septembre 2014, puis de nouveau en février 2015, et n'ont jamais cessé d'être violés quotidiennement par les troupes ukrainiennes. Et les pays occidentaux qui étaient garants de l'application des accords de Minsk, à savoir la France et l'Allemagne, n'ont jamais levé le petit doigt pour contraindre l'Ukraine à respecter le cessez-le-feu. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est comme si un arbitre dans un match de foot ou un match de boxe ne regardait qu'un seul partenaire. Voilà. Et se moque complètement des infractions, des fautes commises par l'autre équipe ou l'autre adversaire. Donc, on est sur une malhonnêteté, sur une partialité et surtout sur une fourberie permanente. Donc, la Russie a reculé dans les cordes, reculé dans les cordes, reculé dans les cordes, jusqu'à être obligée d'aller finalement sur ce qu'elle ne voulait pas faire, à savoir l'option militaire. Et même à l'intérieur de cette option militaire, vous l'avez très justement fait remarquer il y a quelques minutes, le conflit, normalement, aurait dû être terminé depuis longtemps, au minimum depuis 3-4 mois. Or, les perfusions occidentales, alors à la fois des perfusions militaires, mais aussi des perfusions financières, des perfusions politiques et des perfusions médiatiques, ont fait que, vous savez, c'est l'acharnement thérapeutique. Quand quelqu'un est mourant, on a des médecins autour qui s'acharnent pour le garder en vie. Eh bien là, on a la même chose. On a un acharnement thérapeutique de l'OTAN pour maintenir en vie leur proxy ukrainien. Et qu'est-ce qui va se passer demain? Pour moi, c'est dramatique. Parce que demain, la Russie, qui est dans un contexte de guerre existentielle, ne peut pas se permettre de perdre. Pour elle, c'est impossible. Si elle perd, elle sort, je dirais, de l'histoire en tant qu'État, puissance, etc. Donc, à partir du moment où la Russie est dans cette guerre vitale pour elle, j'utiliserai presque le mot guerre sacrée que Staline avait lancé lorsque l'Allemagne était arrivée aux portes de Moscou. La Russie peut, et là les Occidentaux sont des fous furieux, parce que la Russie, à ce moment-là, n'a plus aucune limite dans les moyens à utiliser pour sauver son existence. Voilà. Je crois que les gens, il faut qu'ils comprennent ça. Donc beaucoup de gens me parlent, tiens, je vous présente ma petite compagne Féline au passant, voilà. Tous les Occidentaux ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas. Ils s'imaginent que voilà, il y a une petite aventure militaire quelque part en Europe. Non, c'est une menace vitale qui est réalisée aux frontières de la Russie. Et donc la Russie a très bien décrit la doctrine d'emploi. Je vais parler. Je veux pas affoler les gens. Je veux pas. Vous savez, je suis pas dans le catastrophisme, etc. Mais je sais que c'est un peu dans la tête de beaucoup de personnes qui observent ce conflit. Alors je vais en parler quand même. La Russie, en 2010, a réécrit sa doctrine d'emploi de l'arme nucléaire. Et en 2010, elle a bien précisé que l'armement nucléaire stratégique restait finalement dans une dimension défensive, c'est-à-dire que si la Russie subit une attaque de missiles stratégiques nucléaires, elle riposte automatiquement. Donc, sur le plan stratégique nucléaire, on est dans la défensive. Ça n'a pas changé depuis l'Union soviétique. Par contre, l'armement nucléaire tactique, dont la Russie dispose, on ne sait pas vraiment, entre 7 et 8 000 têtes nucléaires tactiques, qui peuvent être lancées de bombardiers, d'artillerie ou de forces navales. Donc, cet armement nucléaire tactique, la Russie précise qu'il est effectivement employé également dans un cadre défensif, mais également, il est possible de l'utiliser dans un cadre de rupture stratégique. Donc ça, c'est très important à comprendre. La rupture stratégique, c'est par exemple une rupture massive d'un front. On n'est pas dans le cas au niveau de Kharkov, rassurez-vous, on n'est pas encore dans ce cas-là. Mais
rupture stratégique de front qui ferait qu'une force ennemie conséquente, importante, bousculerait la première ligne, la deuxième ligne jusqu'aux réserves des forces de la Fédération de Russie en pénétrant sur son territoire. Et là, effectivement, la Russie se réserve le droit, dans sa doctrine, d'utiliser l'arme nucléaire tactique, en fait, pour assommer l'invasion subie. Donc ça, c'est bien précisé, c'est écrit noir sur blanc dans le document de juin, je crois du 2 juin 2010, qui a été contresigné et approuvé par un oukase du président Poutine. Donc c'est une mise en garde. Donc on est toujours sur une, je dirais, sur une doctrine défensive, mais avec la possibilité à l'intérieur de cette doctrine défensive d'initier l'utilisation nucléaire en cas de, je dirais, d'effondrement général des forces militaires russes en Russie. Voilà. Donc, évidemment, en Ukraine, on n'est pas du tout dans cette configuration-là, puisqu'il n'y a que 120 000, allez, 200 000 hommes aujourd'hui qui sont engagés sur le front russo-ukrainien. Donc, voilà ce qui se passe. Par contre, si on continue dans cette espèce de logique infernale, il va y avoir un engagement de plus en plus fort de l'OTAN aux côtés de l'Ukraine. Jusqu'à où va aller cet engagement? Est-ce que cet engagement va aller jusqu'à faire venir des brigades polonaises, des brigades lituaniennes ou des brigades roumaines? J'en sais rien. Mais on a déjà des chars de combat polonais, plus de 300. On a déjà de l'artillerie polonaise avec les 152 mm Crab. On a les fameux HIMARS américains. On a les canons César français. On a les MiG-29. Alors, on ne sait pas d'où ils viennent, a priori, des pays baltes. On commence à voir une technologie, donc d'abord venant de l'ancien arsenal soviétique, être apportée en Ukraine, tout simplement parce qu'ils connaissent ce même arsenal, donc c'est plus facile pour eux de l'acquérir et tout de suite de l'employer d'une manière opérationnelle. Mais de plus en plus, on voit apparaître des matériels sophistiqués occidentaux. Et donc là, ça sous-entend bien sûr qu'autour des systèmes HIMARS, il y a obligatoirement, même je ne cherche pas à insulter l'intelligence des militaires ukrainiens qui sont capables d'apprendre, mais on n'apprend pas, parce qu'il y a la formation initiale et ensuite il y a la formation et la validation opérationnelle. Il faut bien distinguer deux choses dans l'acquisition de l'emploi d'un matériel. C'est comme en voiture, vous pouvez passer le permis de conduire. On vous met un 90, je ne sais pas si c'est le cas au Québec, du véhicule, et vous devez d'abord avoir 1 an de rodage, comme on dit, voilà, avant d'être confié. Voilà. Donc, pour le matériel militaire, l'armement militaire, c'est un peu la même chose. Il faut, après la période de formation, avoir une période d'acquisition. Et donc, je doute fortement que les Ukrainiens qui ont eu des formations accélérées sur le système HIMARS ou le canon César puissent obtenir les résultats qu'ils ont aujourd'hui sans avoir, quelque part, j'allais dire, un mercenaire ou un conseiller de l'OTAN qui leur chuchote à l'oreille. Évidemment. Bien sûr. Alors, si vous regardez les vidéos de cette fameuse offensive sur Balaklia, Kupiansk et Izium, vous serez surpris. Toutes les vidéos ukrainiennes, il n'y a pas une seule vidéo ukrainienne où on ne voit pas du matériel de l'OTAN. Alors, des Humvee américains aux crabes polonais, en passant par les 155 mm Howitzer allemands, les véhicules de combat d'infanterie, j'ai plus leur nom, turcs. Bref, on a quasiment, c'est un salon militaire de l'OTAN, l'Ukraine aujourd'hui. C'est devenu un salon militaire. Et ce qui est assez surprenant, c'est que dans les petits villages près de la frontière russe, les mecs ont fait, les Ukrainiens ont fait des vidéos. Et sur les vidéos, ils ont fait 3 vidéos que j'ai regardées cet après-midi. Donc, on voit des soldats qui parlent, qui s'adressent à la caméra. Tous les soldats que j'ai vus, tous, sans exception, ne parlent pas ukrainien. Ils parlent tous anglais, mais avec un fort accent, soit britannique, soit américain. Hey boys, where the fuck are we? Izium, baby! That's a lot of fighting if I can get here.
Want to see what some Soviet shit looks like? If I flip this up. Look at that. Just happened to your rifle. Got shot. That's the exit. Entrance. Exit. Barrière, c'est Donc là, on voit très bien des mercenaires. Eh bien, ce sont des gens formés, peut-être même des militaires mis en disponibilité et qui viennent sous l'étiquette de sociétés militaires privées comme Académie, par exemple, qui viennent faire la guerre au profit de leurs copains ukrainiens. Voilà. Donc moi, je suis aujourd'hui, c'était une supposition que j'avais émise dès 2015, je crois en février ou en mars 2015, j'avais émis cette supposition. Aujourd'hui, ce n'est pas une supposition, c'est une certitude factuelle. C'est-à-dire qu'on a un contingent de l'OTAN, on ne sait pas combien ils sont, quelques milliers, 10 000, 15 000, certainement constitués avec des vétérans de forces spéciales ou, comme je le disais à l'instant, des forces spéciales mises en disponibilité et qui font la guerre sous uniforme ukrainien. Ça, c'est évident. Et ce que vous notiez aussi, que c'est pour faire fonctionner ça, ça prend des techniciens formés et sûrement que les 10-15 000 qui viennent de l'extérieur sont en fait les gens là, qui contrôlent ces technologies-là et qui aident l'infanterie. Ceux qui servent encore là, au front doivent être sûrement des conscrits ukrainiens. Et derrière, la technologie, aussi l'information par les satellites. On apprend qu'Elon Musk, donc ça, c'est pas non plus ni un pays, ni une compagnie de mercenaires, mais des compagnies d'informatique qui s'impliquent directement dans ce conflit-là. Là. Alors, c'est très, très juste ce que vous dites. Là, c'est encore, là, vous appuyez sur un point très important, je vous remercie. C'est que je prends l'exemple du système HIMARS ou du système Neptune. Là, je vais rentrer un peu dans la technique de l'armement. Le HIMARS, c'est vraiment un beau jouet, hein, comme on dit. C'est une réussite technologique militaire exceptionnelle. C'est un système de lancement, on va dire, multiple. Hein. Il peut lancer plusieurs roquettes, donc soit 12 dans sa version M270, soit 6 dans sa version M184, etc. Donc, avec possibilité de lancer soit des roquettes d'une portée de 84 km, soit des missiles attaque MS d'une portée de 300 km. Mais l'ensemble des munitions de l'HIMARS a une précision à l'arrivée, quelle que soit la portée, de moins de 5 mètres. Wow. Moins de 5 mètres. C'est-à-dire que ce qu'on appelle des munitions guidées. Donc, dans le nez de la munition, c'est des munitions très chères. Hein. La roquette HIMARS, c'est $150 000. Donc, si un M184 HIMARS tire son panier de 6 roquettes, il envoie dans l'air $1 million à peu près. Hein. Donc, vous voyez, on est quand même sur du matériel très, très onéreux en termes de munitions. Mais cette précision à l'arrivée ne peut être obtenue que par un renseignement durant le vol du missile réalisé par un satellite. Parce qu'un missile qui est tiré sur une distance assez longue, ce missile va subir les vents, l'hygrométrie, etc. Donc, il faut, c'est ce qui fait qu'à l'arrivée, normalement, un missile classique, eh ben, il se disperse. Voilà, il se disperse. Mais là, en l'occurrence, on voit bien le guidage continuel pendant tout le vol jusqu'à l'impact qui est fait au niveau du cerveau directionnel de la munition. Et ça ne peut être fait que par des satellites ayant GPS, donc des satellites occidentaux, qu'ils soient privés ou qu'ils appartiennent au ministère. Donc, ce qui veut dire que là, dans ce cas précis, nous ne sommes plus sur des ressources de renseignement aéroportées, que ce soit par avion ou par satellite, qui simplement donnent une information à l'armée ukrainienne. Nous sommes sur des ressources militaires de renseignement qui participent à une action offensive, à une action d'attaque. Donc là, vous voyez la co-belligérance. Voilà.
Donc la co-belligérance, comme c'est un mot qui revient souvent dans les discussions, vous voyez, c'est une espèce de ligne rouge très large et en même temps très diffuse. Et il est clair que les forces de l'OTAN, aujourd'hui, piétinent cette co-belligérance, cette ligne rouge. Que là, ils sont en train de rentrer dans une belligérance directe. Et c'est là le drame. Le drame, il est là. Parce que va faire le président Poutine à un moment donné quand les systèmes HIMARS, qui, à mon avis, ne vont pas arrêter d'augmenter en effectif de lanceurs et en quantité de munitions, puisque maintenant les HIMARS disposent, jusqu'au mois dernier officiellement, les HIMARS avaient uniquement les roquettes M30, M31, M32, etc., d'une portée de 84 km. Mais là, depuis 2 semaines, les Ukrainiens disent « Nous avons les missiles ATACMS et nous allons en demander encore plus. » Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec une portée de 300 km, les Ukrainiens vont pouvoir, d'une part, tactiquement, reculer leurs lanceurs de façon à être beaucoup plus à l'abri de toutes les formes de tirs de contre-batterie et de réactions possibles de l'artillerie et de l'aviation russe. Donc déjà, plus vous êtes loin en portée, plus vous êtes tranquille pour les ripostes éventuelles. Et surtout, avec ces missiles ATACMS de 300 km, les Ukrainiens vont pouvoir maintenant tirer en profondeur à l'intérieur du territoire russe. Alors, ils ont déjà commencé à tirer sur Rostov, sur Belgorod et même dans la région de Koursk. Mais là, avec ces missiles ATACMS, ils vont pouvoir frapper, et à mon avis, ils ne vont pas se gêner pour le faire, ils vont pouvoir frapper des villes, des centres logistiques en profondeur dans le territoire russe. Donc là, sachant que ça ne peut se faire qu'avec l'aide des satellites américains, ça veut dire que l'OTAN, et en particulier les USA, frappent le territoire russe. Donc qu'est-ce qui va se passer? Évidemment, Moscou ne va pas envoyer une SAR-bombe sur Washington. Oui. Mais il y a quand même 2 événements que je lis à ce que je dis actuellement, qui sont en janvier la destruction par l'artillerie russe d'un vieux satellite HS qui était dans l'espace et les Russes l'ont détruit dans le cadre des essais d'un nouveau missile qui s'appelle le missile Nadol, donc qui est un missile anti-satellite. Et donc ils ont détruit le satellite en janvier d'une manière assez spectaculaire parce qu'ils n'ont prévenu personne. Et donc l'espace s'est retrouvé avec un nuage de débris. Ça a fait pousser des cris d'Orphée à tous les Occidentaux. Les Russes ont dit ben non, il n'y a pas de souci, il n'était pas dans la même couche que les satellites habités, par exemple comme la station Mir. Donc ils ont prouvé leur capacité lors d'essais de ce missile Nadol, pardon. Et il y a 2 semaines, le président Poutine a annoncé que les essais du missile Nadol étaient terminés et concluants et qu'il ordonnait son déploiement opérationnel immédiat. Donc ça, cette déclaration du président Poutine est à mettre en lien avec l'implication des satellites américains dans les résultats des systèmes d'armes HIMARS, évidemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Poutine ne va certainement pas détruire un satellite américain sur une roquette HIMARS tirée sur, je sais pas, sur la région de Slaviansk ou autre. Non. Par contre, si il est avéré, prouvé et répété que les missiles ATACMS HIMARS guidés par satellite américain commencent à tuer des civils au cœur du territoire russe, je ne serais pas surpris, je ne veux pas jouer le Nostradamus, bien sûr, hein, je ne veux pas jouer le Nostradamus, que la Russie donne un coup de semonce à Washington en détruisant un satellite. Alors, ils ont en plus une possibilité toujours mesurée et pondérée de le faire, puisque j'ai appris récemment que l'Ukraine avait loué un satellite finlandais d'observation militaire. Oui, on en entend de toutes sortes là-dessus. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est confirmé, prouvé, quoi que ce soit. Je n'ai pas eu le temps de fouiller, évidemment, dans l'OSINT pour savoir ce qu'il en était de ce satellite finlandais
loués par les Ukrainiens. Mais enfin bon, il pourrait y avoir cet avertissement, mais alors qu'il serait un avertissement excessivement sévère, qui nous ferait encore passer une marche supérieure dans l'escalade militaire. Donc il pourrait très bien y avoir une destruction d'un satellite qui appuie les tirs HIMARS sur la Russie, de façon à signifier à Washington que là, la goutte a débordé le vase et qu'ils sont passés de la co-belligérance à la belligérance. Mais là, je veux conclure sur ce petit paragraphe sur les satellites américains pour le mettre en perspective d'une stratégie perverse et vicieuse du système mondialiste qui consiste toujours par rapport à son adversaire à provoquer factuellement un conflit. Parce que je pense que si vous regardez tous les grands conflits précédents, Syrie, Afghanistan, Libye, etc., c'est toujours le même schéma. Le mondialisme, le système, factuellement, provoque des conflits, soit directement, soit par proxy. Mais juridiquement, s'arrange toujours pour en faire porter la responsabilité à son adversaire. Voilà. Et pour revenir au cas de l'Ukraine, il est éclatant cet exemple, puisque depuis 2014, factuellement, le Maïdan, puis la guerre dans le Donbass, puis les aides militaires qui commencent progressivement, on voit le système mondialiste factuellement déclencher et entretenir un conflit, mais finalement, qui en porte la responsabilité? Eh bien, la responsabilité, c'est la Russie lorsque le 24 février, elle est obligée d'intervenir militairement. Donc, factuellement, les Occidentaux sont responsables, mais juridiquement, ils essayent de faire porter le chapeau à la Russie. Et ça, on peut le voir avec tout, avec la Syrie, avec la Libye, avec voilà, c'est leur système, c'est leur logiciel à eux. Et ça, c'est dramatique. Donc, dans le cadre de l'escalade que l'on vit actuellement en Ukraine et qui, pour moi, représente une menace internationale maintenant, parce que factuellement, ce conflit est déjà un conflit international à travers les aides militaires, à travers les proxys, à travers les mercenaires, les conseillers militaires, etc. C'est déjà un conflit international factuellement. Mais qui va en porter la responsabilité demain? Parce qu'il pousse tellement la Russie dans un système d'obligation survivaliste que la Russie, à un moment donné, elle renverse la table. Vous savez, c'est un peu l'image des joueurs de cartes. Quand vous jouez aux cartes, à un moment donné, vous vous apercevez que l'adversaire en face, il triche. Il triche. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous trichez comme lui pour essayer de rééquilibrer le rapport de force? C'est pas dans la mentalité russe. C'est pas dans la mentalité russe. Donc, la Russie essaye de convaincre l'adversaire d'arrêter de tricher et de respecter les règles. C'est ce qu'a fait la Russie en Ukraine pendant 8 ans, autour des accords de Minsk. C'est toujours pas respecté. L'autre continue à tricher. Alors qu'est-ce que vous faites? À un moment donné, vous lui retournez la table sur la gueule. C'est ce qu'on redoute, M. Castel. Puis c'est aussi du côté des Américains et de l'anglosphère. Comment on va accepter ce partage du monde-là aujourd'hui? Si vous disiez que la Russie ne pouvait pas perdre sur le terrain ukrainien, je crois, et c'est la chose qui est peu rassurante, que l'anglosphère, elle, ne peut pas perdre au niveau mondial en ce moment. Il y a beaucoup de dollars en jeu. Et quand on parle d'un grand basculement, ben, on se questionne à savoir est-ce que ça va être fait dans la violence et dans des solutions qu'on ose imaginer, où les gens vont s'asseoir à une table et parler. Vous savez, il faut toujours espérer que la paix, dans ce fatras inextricable et chaotique, que la paix finisse toujours par trouver son chemin. Mais c'est vrai que sur ce domaine-là, personnellement, de ma modeste position de volontaire dans le Donbass, je suis très pessimiste. Pour la simple et bonne raison que pour moi, la seule alternative pour éviter cette putain de guerre mondiale qui arrive à grands pas,
Excusez mon vocabulaire parfois. La seule alternative aurait été que les pays européens s'unissent pour dire stop. Or, ces pays européens ont abandonné leurs devoirs nationaux, leurs devoirs continentaux, pour finalement devenir les laquais de la City et de Wall Street. On le voit très bien. Je veux dire, votre président canadien, Trudeau, vous prenez le président français Macron, vous prenez le président Zelensky. C'est étrange, mais sur le plan de la personnalité, on a quasiment le même profil. On a des jeunes garçons doués, certainement, de 40 ans, avec un certain charme, qui passent bien sur le plan télévisuel. Hein, ils s'inscrivent bien dans le logiciel de la société du spectacle. Hein, vous savez, un peu comme on met toujours une jolie fille pour vendre une bagnole ou un paquet de pâtes. Eh bien, là, on a des chefs d'État qui sont en fait quoi? Ce sont des young leaders. Même si Zelensky n'a pas suivi la formation, en tout cas, il est pire qu'un young leader. Lui, c'est la marionnette, au sens vraiment total du terme. Donc, on a affaire à des gens qui sont formatés. Je prends l'exemple du président Macron. Je ne connais pas bien le président Trudeau, mais je devine que pour les peu d'interventions que j'ai écoutées de sa part, je vois bien qu'il est exactement dans le même logiciel et la même veine de soumis, finalement. Alors, le président Macron, il a été doublement formaté. Il a été formaté à la fois par la banque Rothschild et à la fois par je dirais, le schéma Young Leader. Donc aujourd'hui, on voit très bien que le président Macron, c'est quelqu'un de totalement amoral. Mais il agite toujours les mêmes dogmes comme les droits de l'homme, etc. Vous savez, alors j'ai absolument rien, je n'ai aucun grief particulier envers les religions. Même si je ne suis pas moi-même monothéiste, j'ai rejoint le polythéisme il y a à peu près une vingtaine d'années, mais je n'ai rien contre les religions, car en tant que polythéiste, je respecte la foi de tous les hommes, quel que soit leur culte, et je respecte l'exercice de toutes les religions. Donc, je constate quand même que le christianisme qui part finalement d'un personnage absolument exceptionnel qui est Jésus-Christ, parce qu'il nous a laissé quand même des messages et un message universel très très important et très juste et très humaniste. Je constate quand même que sur le plan de son expression ecclésiastique ou religieuse, on a vu s'installer en Europe ce que j'appelle moi le germe de la pensée unique. C'est-à-dire que le christianisme paulinien, faut bien différencier tous les christianismes qui existent à travers le monde, parce qu'il y en a plein, mais le christianisme paulinien, romain, en fait, c'est un christianisme basé sur l'impérialisme. Il réutilise quelque part le cadavre de l'Empire romain pour imposer une vision de pensée unique. Et en fait, cette dynamique impérialiste des cristaux romains va ensuite se séculariser. On la voit se séculariser, par exemple, au moment des découvertes du Nouveau Monde, des colonisations, puisque chaque grande découverte du Nouveau Monde est accompagnée de clercs qui viennent également évangéliser. Et ensuite, la colonisation obtient une économie de pensée unique, une politique de pensée unique, une culture de pensée unique. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, oui. Et aujourd'hui, l'Europe est complètement asservie par la pensée unique américaine. Puisque, comme le disait, comment il s'appelait, Zygmunt, le Polonais, j'ai perdu son nom, ça va me revenir, je l'ai sur le bout de la langue. Il y a un Polonais qui a bien expliqué ça, que dans toute l'histoire des chocs civilisationnels ou des chocs des empires, nous avions affaire au choc de la thalassocratie contre le monde de la terre. Donc c'était le monde de la mer contre le monde de la terre. Et comme les ports donnent accès
autrefois, mais toujours maintenant d'ailleurs, hein, au commerce maritime. Donc la puissance de l'argent transite par les puissances maritimes. Voilà. Et donc on a toujours s'opposé la terre et l'eau, la thalassocratie à l'empire du milieu. Ça a toujours été comme ça depuis que le monde est monde et depuis que les hommes essayent d'étendre leur domination sur les autres. Et cette thalassocratie anglo-saxonne tire à sa fin. Tout à fait. Aujourd'hui, elle est anglo-américaine. Avant, elle était anglo-hollandaise. Elle fut vénitienne. Parce que si on regarde les révolutions capitalistes, elles ont commencé à Venise. C'est les Lombards. La première grande révolution, enfin le premier choc, la révolution capitaliste qui arrive en Europe, c'est les Lombards. Ensuite, on a la révolution britannique avec Henri VIII, les enclosures. Ça commence comme ça. Ensuite, on a les protestants avec Calvin, qui va même, alors là, c'est l'hérésie totale par rapport aux paroles du Christ. Calvin qui va faire une collusion avec les banquiers de Genève, alors que le Christ a chassé les marchands du temple. Vous voyez, on est dans une hérésie totale, mais une hérésie permanente au profit d'une pensée unique. On voit l'empire américain, l'impérialisme américain, qui va massacrer, faire des conquêtes territoriales, bombarder des dizaines de pays au nom des droits de l'homme. Voilà. Alors, ma réflexion actuelle est peut-être très simpliste. Certains la trouveront même saugrenue, peut-être. Ils ont le droit. Mais moi, ce que je vois, c'est que dans le logiciel mental occidental, il y a une espèce de continuum de mensonges, c'est-à-dire qu'on part sur des valeurs véritables, authentiques et respectables, on les agite au-dessus des foules et au-dessus des armées pour finalement commettre des crimes contre l'humanité. Parce que les hordes de Charlemagne, n'oublions pas qu'il s'appelait Carolus Magnus, qui était romain, hein, donc c'était pas du tout le roi français ou l'empereur germanique comme on nous l'apprend dans les livres d'histoire. Non, Carolus Magnus, il a quand même été massacré les Saxons au nom du Christ. Et aujourd'hui, on a l'Empire américain qui va massacrer les enfants irakiens au nom des droits de l'homme. Donc, les paroles du Christ, comme les droits de l'homme, quand on les lit, quand on les écoute, c'est des choses complètement magnifiques, respectables, humanistes. Mais dans leur déclinaison factuelle et politique, mais c'est l'horreur absolue, c'est l'hérésie totale. Donc ça c'est quelque chose, à mon avis, que les gens devraient commencer à regarder, c'est-à-dire pour regarder ça d'une manière, je pense, honnête, sans être manichéiste, c'est-à-dire tout rejeter au nom de ça. Non, c'est pas parce que tu as fait ça que tu es... Voilà, c'est comme le yin et le yang, il y a toujours un mélange de blanc dans le noir et un mélange de noir dans le blanc. Mais je pense qu'il faut prendre du recul, se réapproprier l'esprit critique en réétudiant l'histoire des idées. La grande histoire, Nietzsche disait, celui qui a la plus longue vue vers l'avenir, c'est celui qui a la plus grande vue vers le passé. Donc il faut vraiment, à mon avis, que les gens prennent du recul. Et il faut que les Européens, les gens qui vivent dans l'ouest de ce magnifique continent qui m'a vu naître, je pense que les gens doivent se dire, nous sommes d'abord Européens avant d'être occidentaux. Voilà, oui. Or, je suis un Européen comme vous êtes d'abord un Français du Canada ou un Québécois, je ne sais pas comment vous vous définissez, mais voilà, il faut dire, nous venons d'Europe. Nous sommes, vous et moi, nous sommes avant tout de souche européenne. Et la nature occidentale, dans sa dimension politique, est un carcan aujourd'hui. C'est devenu un carcan. Donc il faudrait, et c'était mon alternative, pour éviter ce chaos mondial belliciste, il faudrait que les peuples européens se réveillent et en fait fassent une reconquête de leur territoire et de leur communauté charnelle. Il faut que chacun, alors
mon rêve à moi, alors là par contre, je le dis moi-même, je suis dans l'utopie, hein, bien sûr. Oui, Il faut vivre avec des rêves, sinon ça absolument. sert à rien. Sinon, et Hein. Donc, mon parlez-nous de rêve, vos rêves. c'est de voir les pays européens, les peuples européens se réveiller, se lancer dans une reconquête de leur liberté et de leur patrie charnelle, et de recréer une Europe selon une subsidiarité ascendante, telle qu'elle avait été définie par Althusius Johannes, c'est-à-dire de créer des petits pays, non pas faire une balkanisation de l'Europe, c'est pas du tout ça, mais de créer justement, comme en Fédération de Russie, de créer des républiques. Si vous allez en Fédération de Russie, vous allez en Tchétchénie, c'est une république dont la religion officielle est l'islam. Mais ça pose pas de problème aux Russes. Voilà. Puisque, vous savez, moi, là, au moment où je vous parle, en bas là, de mon bâtiment, au deuxième étage, il y a des Tchétchènes. Et ils m'ont dit, les Tchétchènes, nous sommes venus dans le Donbass au nom d'Allah pour libérer nos frères chrétiens. Ouais. Ça Donc, vous fait du voyez, bien de savoir ça, Monsieur Castel. bien sûr. Parce Oui, que, parce que l'identité fédérale russe n'est pas une identité communautariste. C'est-à-dire qu'elle n'est pas définie par rapport à une communauté religieuse, une communauté ethnique ou une communauté culturelle. C'est une immense, c'est cette fameuse idée d'empire que j'évoquais à l'instant et qui pour moi est l'objectif que devraient avoir tous les peuples du monde. C'est-à-dire qu'il existe des entités géographiques ou historiques qui font que les gens vivent ensemble, parce qu'ils ont une communauté de destin ensemble. Mais une communauté de destin, ce n'est pas une identité communautaire. Il faut bien faire la différence. La communauté de destin, c'est finalement, avec une richesse de diversité, la mettre au service d'une union de destinée. Voilà, c'est ça en fait. Donc pour l'Europe, moi je rêve de ça. Moi je rêve de peuples européens qui se réveillent, qui reprennent leur dimension charnelle et qui créent de strate en strate, y compris en incluant les actuels États existants, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc. Moi, je rêve de cette Europe fédérale, mais pas au sens défini par l'Union européenne, attention, parce que là, on est encore sur une hérésie, hein. voilà. On est sur une autre forme d'hérésie. Mais de créer finalement un grand ensemble de régions, de pays, d'États dans des fédérations et pourquoi pas des confédérations qui proposent à l'ensemble une communauté de destin avec des alliances fraternelles avec la Russie. C'est ça, puisque la Russie, depuis toujours, elle fait partie de ce continent. Si on étudie les historiens, les anthropologues, les archéologues, les paléontologues, etc., ils ont déterminé que depuis 20 000 ans, 25 000 ans, toutes les gravures et les peintures préhistoriques, qu'elles soient dans la presqu'île de Kola, ou en Corse, ou en Sardaigne, ou en Bretagne, ou en Irlande, etc., elles sont différentes, mais elles présentent tous des caractères picturaux, comment dire, un ensemble de symboles communs. Donc, il y a un socle civilisationnel dans cette Europe, même si on a eu des peuples cavaliers qui sont venus, et parfois même les Mongols, si on a eu des invasions venant d'Afrique du Nord. Bien sûr, il y a eu tous ces mouvements, mais ces mouvements nous ont aussi apporté des technologies, des connaissances, l'algèbre, les mathématiques, la médecine, tout ça, ça a été aussi apporté en espèce de substrat supplémentaire finalement à notre civilisation. Il ne faut pas vivre en vase clos. Alors, il y a beaucoup de personnes que je connais parmi mes amis qui se disent nationalistes, et je respecte parce que je les connais dans leur pensée réelle. Moi, par contre, j'essaye de faire la différence entre le patriote et le nationaliste. Pour moi, le patriote, c'est quelqu'un qui aime son pays et qui fonde son idéologie sur l'amour des siens, de sa terre, de son pays, et que cet amour, il veut le faire partager aux autres. Il veut expliquer aux autres les richesses, les beautés finalement de son pays. Tandis que pour moi, le nationaliste
C'est pareil, là, il ne faut pas schématiser, il ne faut pas généraliser, bien sûr. Mais le nationaliste, c'est plutôt quelqu'un qui se définit par rapport aux autres. Il se définit par rapport aux autres et du coup, il peut rapidement être tenté de se méfier des autres ou de les haïr. Monsieur Castel, quand on élève des enfants, on leur suggère souvent de ne pas se comparer dans la vie. Hein? Bien sûr. C'est la base même de l'humanité, que de ne pas se comparer et de se sentir bien en nous, puis de le partager aux autres. Ça semble être tellement facile. Vous savez, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est, bon, même si c'est deux entités différentes dans leur vocation, leurs objectifs et leur histoire, on est d'accord, mais c'est quand même intéressant. Vous avez d'un côté l'OTAN, donc qui est une formation militaire occidentale, on ne va pas revenir là-dessus, et de l'autre côté, vous avez les BRICS, donc qui sont plutôt à vocation économique, qui réunissent donc le Brésil, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, etc. Donc ça, c'est deux structures complètement différentes. Donc à ce niveau-là, elles ne sont pas comparables. Mais par contre, elles sont traversées par une mentalité. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer les mentalités. Lorsqu'on est dans l'OTAN, tous les pays doivent s'aligner sur les mêmes valeurs, sur je veux voir qu'une tête. C'est-à-dire que c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est les communautés minorisées ou minoritaires, ou etc., etc. Tandis que de l'autre côté, si vous regardez la Chine, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, la Russie, par exemple, mais c'est des pays complètement différents. C'est des pays complètement différents dans les mentalités, dans les systèmes politiques, mais ils se respectent. Ils se respectent. Pourquoi? Parce que justement, ils ont cette intelligence, c'est de ne pas imposer aux autres partenaires leur système de pensée, de valeurs, leur vision ontologique ou sociétale, mais c'est de chercher le point commun, l'intérêt commun pour développer des échanges. Donc là, la BRICS est vraiment l'émanation d'une pensée multipolaire, alors que l'OTAN est l'émanation d'une pensée unipolaire. Donc voilà, et des exemples comme ça, je pense qu'on peut les multiplier à l'infini. On peut les multiplier à l'infini. C'est bon la comparaison que vous faites parce qu'au lendemain de la chute de Berlin, c'était un peu le contraire. Hein? C'est les Soviétiques qui défendaient une pensée unique et l'Occident qui semblait être vraiment à plusieurs patries, à plusieurs nations. Et aujourd'hui, quelques décennies plus tard, c'est complètement le contraire. Et d'avoir cette lucidité-là en ce moment en Occident, ça semble être très difficile. Parce qu'on a pris des habitudes de domination qu'on devra perdre et c'est ce qui nous fait craindre le pire. Comment cette transition-là va se faire? On va assister à ça dans les prochains mois. Là. Et question, M. Castet, pour finir. La crise énergétique qui vient en Europe, sera-t-elle cette chance-là de voir apparaître des nations, des peuples en Europe qui vont réclamer des changements? Est-ce que l'opinion publique, face à la crise énergétique qui s'en vient en Europe, va forcer les dirigeants à changer leur fusil d'épaule? J'aimerais bien que ce soit le cas. Je le souhaiterais de tout mon cœur, quelle que soit d'ailleurs la situation qui pousserait à ça. J'aimerais bien effectivement qu'il y ait un réveil des populations, à défaut des peuples, et que les populations demandent à leurs dirigeants, arrêtez vos conneries, arrêtez de nous sacrifier pour un pays dont on n'a rien à voir à faire, une guerre qui ne nous concerne pas. Donc effectivement, j'aimerais bien, mais j'ai peur. Vous savez, il y a quand même une individualisation des populations, une nucléarisation, une atomisation des mentalités. Plus une dictature des médias. Hein, il y a quand même un carcan médiatique absolument effarant. Donc j'ai peur, moi, qu'il faille beaucoup plus qu'une crise énergétique pour réveiller les populations. Et j'ai peur que ce beaucoup plus
ça soit finalement une guerre, c'est-à-dire qu'on commence à voir que les familles françaises, allemandes, espagnoles, italiennes, britanniques, etc., écossaises, catalanes, commencent à voir leurs enfants, leurs frères partir en Ukraine avec leur treillis, leur pactage. Et là, je pense qu'effectivement, là, nous serons dans une crise profonde parce qu'elle touchera la psychologie des foules. Et là, effectivement, les populations vont se réveiller. Là, je suis persuadé que les populations vont se réveiller à ce moment-là. Mais est-ce qu'il ne sera pas trop tard? Ça, c'est la question. Et est-ce que le chaos va être évitable? Alors, moi, je suis... vous savez, je suis un odiniste. Hein. Moi, je suis un païen. Je suis devenu un païen du Nord et je crois beaucoup dans la mythologie nordique. D'ailleurs, la mythologie grecque également. Hein. Si on regarde la mythologie grecque, le chaos, c'est à la fois destructeur mais géniteur. Okay. Je pense qu'il faut passer peut-être par le chaos pour reconstruire un nouveau paradigme. Peut-être. J'aimerais que ça soit évitable. J'aimerais m'entendre dire Castel, tu as eu tort. Ça, j'aimerais bien, de tout mon cœur. J'aimerais que quelqu'un dans 10 ans me dise regarde, tu t'es planté dans tes pronostics. Bah, je dis non, d'abord, ce n'était pas des pronostics, c'était une analyse peut-être pessimiste, mais que je voulais réaliste. Donc, j'aimerais qu'on puisse me dire un jour tu t'es trompé. Mais pour le moment, depuis que j'analyse en fait cette cinétique, parce que là, on n'est même plus dans une dynamique, on est dans une cinétique qui est en auto-mouvement d'elle-même, un peu comme le capitalisme. Les gens, des fois, ils disent ouais, il faut tuer Soros, il faut tuer Schwab, il faut tuer Rothschild, et puis non, le capitalisme, c'est une machinerie maintenant qui est en auto-mouvement. Donc là, j'observe en Ukraine, j'observe justement dans une espèce de vision fractale, j'observe cette même dynamique infernale qui ne semble plus avoir de pilote à bord. Voilà. Et ça, c'est ce qui m'inquiète le plus. C'est ce qui m'inquiète le plus. Aujourd'hui, depuis 7 mois, on n'entend plus parler de négociation de paix. C'est fini. Ah oui. C'est fini. Macron, bien sûr, il va faire son petit speech à la télé pour faire croire que c'est un bon gars. Mais à chaque fois qu'il téléphone à Zelensky, il dit je vais t'envoyer plus d'armement, je vais t'envoyer plus de munitions, je vais ci, je vais ça. Non, si on veut œuvrer pour la paix, on ne peut pas dire je veux qu'il y ait des négociations de paix de la main droite et de la main gauche jeter de l'huile sur le feu. C'est pas possible. C'est essentiellement ce que Ségolène Royal a dit la semaine dernière, puis elle s'est fait planter par les médias en Europe. Bien sûr, elle a eu beaucoup de courage, Ségolène Royal, et je lui tire mon chapeau. Parce qu'elle a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et elle a mis le doigt sur une vraie réalité de la manipulation mentale. Mais elle a eu peut-être, je dirais, la maladresse de ne pas prendre du recul. Elle aurait dû dire, à mon sens, pour éviter justement de se faire descendre en flammes comme elle a subi, elle aurait dû dire, nous vivons de chaque côté de la ligne de front russo-ukrainienne des propagandes qui manipulent, parfois qui mentent, parce que voilà, il suffisait qu'elle prenne du recul et qu'elle regarde d'une manière plus large cette manipulation mentale, même si effectivement elle est beaucoup plus importante et paroxysmique et hystérique côté occidental que côté russe, mais ça aurait été pour elle une manière peut-être de se prémunir, de se prévenir en fait de l'explosion qu'elle a subie par la suite. Mais en tout cas, c'est très courageuse. Alors justement, dans votre question, vous m'aviez évoqué éventuellement le Boutcha 2.0. Oui, alors, effectivement, on voulait terminer là-dessus. Boutcha, là, vous avez écrit sur votre blog qu'avec le retrait de l'armée russe face à l'offensive ukrainienne, qu'il y a des villages qui se sont libérés ces dernières heures et que là, on allait fort possiblement assister à des Boutcha 2.0 de la part là, de la propagande ukrainienne. Expliquez-nous ça. Alors, je vais vous expliquer, je vais essayer d'être rapide. Donc, il faut d'abord se souvenir l'histoire de ce fameux mondialisme lorsqu'il veut réaliser ses guerres de préemption.
Et je vais juste, sans rentrer dans les détails, sans réécrire l'histoire, je vais juste vous citer quelques noms. Timisoara. C'était un montage. C'était une mise en scène totale. Mais elle a fait chuter un pays. Vous avez vous savez, les bébés irakiens qu'on jette par terre. Oui. Voilà. Donc, ensuite, ou juste avant, vous aviez le massacre de Ratchak, qui a déclenché la guerre en Yougoslavie. Yves Bataille nous a parlé régulièrement dans nos émissions du samedi. On sait très bien aujourd'hui que Timisoara, les bébés éprouvettes, on pourrait rajouter les armes de destruction massive de Saddam Hussein, etc. Donc, ce fameux massacre de Ratchak, on sait très bien que tout ce qui a été dit autour de ces massacres, c'est du vent, c'est du mensonge, c'est du média mensonge, comme dirait Michel Collomb. Pourquoi ? Parce qu'il faut, d'une part, créer un casus belli, parfois pour déclencher une hostilité. Ensuite, il faut acquérir l'opinion dite internationale, qui ne représente que 17% de la population mondiale, mais qu'on autoproclame internationale. Donc, il faut acquérir l'opinion internationale. Et dans notre société du spectacle, pour acquérir l'opinion internationale, eh bien, on utilise le levier de l'émotion. Donc, on fait un focus des images les plus sanguinolentes, les plus épouvantables, pour que l'opinion, finalement, après, accepte n'importe quoi, y compris des destructions massives de pays. Et aussi, troisième intérêt à ce genre de false flag ou de scénario complètement bidon, c'est de faire échouer les négociations et la paix. Souvenez-vous, quand en Syrie, il commençait à en parler de négociations, de sortie de crise, etc., qu'est-ce qu'on a eu? Le massacre de la Ghouta. Et revenons au théâtre ukrainien. Le 14 ou le 15 février 2014, des ministres des Affaires étrangères, je crois allemands, français, britanniques, etc., avec l'américain et l'ukrainien et le russe, se rencontrent non, le russe n'y était pas, se rencontrent à Kiev et décident, entre les responsables de l'opposition et le gouvernement Yanukovych, de créer un gouvernement de coalition et de déclencher des élections présidentielles anticipées. Donc, ça veut dire que le Maïdan, c'est terminé. On se serre la main, on s'assoit à une table. Ça, c'était le 14 février 2014. Qu'est-ce qu'il y a eu le 18 février? Les tireurs du Maïdan, dont la plupart étaient installés au dernier étage de l'hôtel Ukraina, occupé par les émeutiers. Les tireurs du Maïdan vont en 2 jours tuer plus de 80 personnes. Du coup, les accords de paix, qu'est-ce qu'on en fait? On les déchire, on les met à la poubelle et on continue jusqu'à sa finalité, le coup d'État. Le coup d'État qui met au pouvoir des troublions bandéristes, ultranationalistes, qui aux dernières élections ukrainiennes n'avaient pas obtenu 5% des voix. Donc pour ces gens-là, le seul moyen d'aller au pouvoir, d'accéder au pouvoir, c'était un coup d'État. Donc ils ont fait avorter ces négociations par un false flag pour arriver à leur terme, coup d'État, prise de pouvoir. Après, plus près de nous, lorsque après le départ des troupes russes du côté de Kiev, il commence à y avoir une possibilité de négociation. Donc, il y a une réunion qui est faite sous l'égide du président turc, Erdogan, et cette réunion a lieu à Istanbul. Il y a une délégation ukrainienne, une délégation russe avec les plénipotentiaires turcs. Et en fait, il y aura une déclaration qui s'appelle d'ailleurs la déclaration d'Istanbul. Là, nous sommes fin mars. La déclaration d'Istanbul dit, bon, nous allons mettre en place un processus
de rencontres, de réunions diplomatiques en vue des négociations et de sortie du conflit russo-ukrainien. Les diplomates rentrent dans leur pays et qu'est-ce qu'on a le lendemain? 2 avril, les massacres de Boutcha. Et donc à ce moment-là, le narratif ukro-atlantiste, c'est de dire « Ah ben non, regardez ce qui s'est passé à Boutcha, il est hors de question, là ça tire à côté, là, il est hors de question que nous négocions avec des criminels de guerre. » Donc une fois encore, comme avec les tireurs du Maïdan, on prend les accords diplomatiques qui avaient commencé à être ébauchés et on les jette à la poubelle et on reprend la guerre. C'est systématique. Et ce que je vois là, c'est que l'armée ukrainienne ayant mené cette percée, le système mondialiste peut craindre que finalement Zelensky dise « Ok, maintenant j'ai montré que je pouvais marquer des points, on va s'asseoir, on va négocier ». Donc, que font les ultranationalistes, peut-être même certains mercenaires occidentaux qui sont sur le terrain? Eh bien, ils vont recréer des Boutcha, de façon à faire avorter toute possibilité de négociation diplomatique. Et à l'heure où je vous parle, ça a déjà commencé, c'était l'objet de mon article de ce matin. Ils ont soi-disant découvert dans un village quatre personnes civiles torturées et tuées. Donc, avant même que l'enquête commence, on montre du doigt l'armée russe. Systématiquement comme ça. Normalement, bon, on découvre des morts, on déclenche une enquête et après les conclusions de l'enquête, on peut éventuellement montrer du doigt un coupable. Mais non, c'est l'inverse. Souvenez-vous de Ratchak. À Ratchak, il y a une délégation, de l'Union européenne qui est venue avec une dame dont j'ai oublié le nom. Elle a un nom, j'ai du mal à retenir les noms nordiques. Enfin bref, ceux qui ont Internet peuvent le vérifier immédiatement s'ils veulent. Donc cette dame qui est responsable de la commission médico-légale qui devait enquêter sur les victimes du massacre de Ratchak, elle a conclu, je crois, en moins d'une semaine, en quelques jours, elle a dit « Ok, c'est la police secrète serbe qui a tué les Kosovars. » Bon. Donc, à partir de là, intervention des casques bleus, refus d'occupation du territoire par la Serbie, et puis on connaît la suite, la guerre, la première guerre où l'OTAN montre vraiment sa dimension agressive, alors qu'au départ, c'est quand même une organisation militaire soi-disant défensive. Défensive, oui. Cette femme-là, ce qui est très intéressant, c'est que cette femme-là, elle a eu un beau parcours professionnel, diplomatique, etc., et médical. Elle a écrit ses mémoires. Et dans ses mémoires, cette femme-là, elle écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui écrit « J'ai accusé la police serbe d'avoir été responsable du massacre de Ratchak alors qu'il n'y avait aucune preuve tangible allant dans cette conclusion, parce que Walker me l'a ordonné. » Walker, c'était le responsable américain qui à l'époque était chef de l'OSCE dans le Kosovo. Il était chef de l'OSCE. C'était un Américain qui venait du Pentagone. D'accord? Donc, je ne fais pas de complotisme. Ouais. Je fais que du fact. Voilà. Donc, là, on a la preuve que le système mondialiste est prêt à n'importe quelle saloperie parce que c'est un système amoral. Il n'est pas immoral, il est amoral. Voilà. Donc, ce qu'on voit à Boutcha peut de nouveau se répéter, et a priori, ça a déjà commencé au moment où je vous parle, dans les régions de Kharkov qui ont été officiellement reconquises par Kiev. Donc là, j'ai très peur pour les populations. J'ai très peur pour les populations parce qu'on voit une répression, c'est en fait de l'épuration ethnique. Et là, c'est exactement comme ce qui s'est passé pour les populations serbes du Kosovo. Là, on est en train de voir alors ils appellent ça des camps de filtration. Ils appellent ça la filtration de la population.
En fait, c'est juste des camps de concentration version 21e siècle. Donc, la filtration que vont opérer le SBU, donc les services de sécurité ukrainiens, avec l'appui et l'assistance des bataillons spéciaux sur les villages russes et russophones de Kharkov, ça va être quelque chose d'épouvantable, je peux vous le garantir. Encore une fois ici, je rêverais d'avoir tort, mais vous savez, 8 ans de présence ici aux premières lignes sur le Donbass, avec tous les bombardements que j'ai vécus, c'est bon, j'ai arrêté de rêver concernant les Occidentaux et leur proxy, leur séide. Non, c'est fini. Ça, j'ai arrêté de croire au Père Noël. Donc, ce qu'on va voir là, c'est une épuration ethnique avec des composantes criminelles. Je rappelle qu'à Boutcha, les Russes étaient partis le 30 mars. Ils avaient quitté définitivement, les derniers soldats russes avaient définitivement quitté Boutcha le 30 mars. Le 1er avril, le maire de Boutcha fait une vidéo et il dit « Tout va bien, on est libéré des envahisseurs, patati et patata, tout va bien ». Il dit ça, c'est pas moi qui... Voilà, c'est le maire de Boutcha. Après, le 2 avril matin, on voit arriver un bataillon d'ultranationalistes ukrainiens dont le nom, c'est Safari. Pareil, il y a même des articles qui ont été publiés à ce moment-là. Heureusement, les copies écran ont été faites. Donc, les articles paraissent sur les médias électroniques ukrainiens. Le bataillon Safari est arrivé pour remettre de l'ordre à Boutcha. Et le 2 avril soir, on commence à voir des cadavres. Et le 3 avril, ça y est, c'est devenu une affaire internationale. Les Russes ont fait un massacre de masse à Boutcha. Sauf que les caméras qui arrivent, les photos qui sont prises des corps, je suis désolé, c'est des photos où les corps ont les mains liées dans le dos. Il y a même certains corps qui ont des brassards blancs au bras. Le brassard blanc, c'est mis par toutes les forces républicaines et russes. Et en face, les Ukrainiens, alors nous, c'est blanc ou rouge, le brassard, et en face, les Ukrainiens, c'est bleu ou jaune. Parce qu'en fait, on a quasiment les mêmes treillis. Donc, dans les combats, bon, voilà, dans la lunette de tir d'une arme, on vérifie quand même des fois, surtout dans les combats en zone urbaine où les belligérants sont souvent imbriqués, mélangés de quartiers en étage, de maisons en jardin. Donc, bon, c'est bien d'avoir des signes distinctifs. De même que les véhicules russes, vous avez vu, il y a des Z, des O, des V peints sur les flancs des véhicules. Donc, ouais. Donc là, on voit des cadavres, mais portant des signes pro-russes. Voilà. Et ils veulent nous croire que c'est les Russes qui les ont tués. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire de la centrale nucléaire de Zaporozhye. Elle est occupée par les Russes. Elle est occupée par les Russes et on veut nous faire croire que les Russes s'auto-bombardent, se bombardent dessus. Et moi, j'ai vécu ça pendant 8 ans. À chaque fois qu'il y avait des bombardements des populations civiles de Donetsk, il y avait une propagande occidentale qui disait non, mais c'est les séparatistes qui ont tiré sur. Ben oui, on va tirer sur nos familles, bien sûr. Bien sûr, on va tirer sur nos familles. On meurt tous les jours pour les protéger, mais quand on n'a rien d'autre à foutre, on va tirer sur elles, quoi. Non, mais c'est. Des fois, c'est même pas à gerber. Ce qui est à gerber dans cette histoire, c'est que des publics occidentaux gobent, avalent ce genre de couleuvre. Moi, c'est ça qui me fait le plus gerber. C'est pas l'idiotie des propagandistes, c'est l'atavisme. Enfin, je sais pas, ils sont décérébrés, les gens qui écoutent et qui. Puis ça nous fait dire qu'on n'est pas au bout du tunnel encore. Non, on n'est pas au bout du tunnel. Il y a toujours. Mais je pense que le tunnel n'est pas une impasse. Je pense qu'il y a forcément une sortie du tunnel. J'espère en tout cas. Mais c'est clair que là, on est parti sur la mauvaise pente. On est parti sur la mauvaise pente. Il faudrait, vous savez, pour planter le système, il faudrait que les gens manifestent dans la rue. Je me souviens quand il y a eu la guerre du Vietnam, j'étais jeune à l'époque, j'avais 10 ans. Je me souviens d'avoir vu à la télévision, aux informations, je voyais il y avait la Maison Blanche
il y avait la Maison Blanche américaine, mais tout autour des grilles de la Maison Blanche, c'était l'époque des yéyés, c'était l'époque on était un peu dans l'époque des beatniks et tout ça, mais il y avait une foule. Je me souviens, ils montraient ça à la télé, ça m'avait marqué, le petit gamin que j'étais à l'époque. Il y avait une foule énorme de gens qui manifestaient No War, Peace and Love, No War in Vietnam. Je me souviens de ça, comme si c'était hier, parce que effectivement, c'était des mouvements populaires impressionnants. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit dans les rues européennes? Et peut-être chez vous aussi. Rien. Rien. Bon, je peux comprendre au Québec ou au Canada ou aux États-Unis parce que vous n'êtes pas concernés. Il n'y a pas d'enfants de chez vous qui sont en train de mourir en Ukraine. C'est pas le même continent. Donc, je peux comprendre que les populations ne soient pas sensibilisées d'une manière personnelle et charnelle. Je peux le comprendre. Mais en Europe, on est à 2 heures d'avion. La France, il y a 2 heures d'avion du champ de bataille. C'est complètement fou. Les Européens vont, je vais pas dire crever de froid, mais ils vont faire des sacrifices énergétiques, des sacrifices financiers, parce que les prix augmentent dans plein de marchandises. Pourquoi? Pour soutenir des néo-nazis qui sont en Ukraine. Pour faire la guerre à une Russie qui, ne l'oublions pas, a été notre allié pendant la Première Guerre mondiale, a été notre allié pendant la Deuxième Guerre mondiale. A sacrifié plus de 22 millions de citoyens pour vaincre le nazisme. Et aujourd'hui, on finance un proxy qui fut collaborateur du Troisième Reich. Je rappelle que Stepan Bandera, et c'est pas moi qui le dis, c'est pas la propagande russe qui le dit, il faut simplement écouter les organisations mémorielles juives, par exemple, qui dénoncent justement cette mise en scène de Bandera comme héros national ukrainien, alors que ce type-là, avec ses séides, 200 000 Waffen-SS, police spéciale, Einsatzgruppen, j'en passe, c'est des meilleurs, le bataillon Schnigal, par exemple, eh bien, c'est quand même des gens qui ont été responsables de la mort de entre 800 000 et 1 million de personnes pendant 3 ans. Je veux dire, c'est pas rien. Entre 800 000 et 1 million de personnes pendant 3 ans. Alors, bien sûr, des juifs, mais aussi des communistes, des Russes, des tziganes, des homosexuels. Tout ça, ça passait à la moulinette. Regardez le ravin de Babi-Yar à Kiev. Il y a plein de témoignages du ravin de Babi-Yar à Kiev. J'ai écouté un témoignage qui était passé sur France Culture il y a de nombreuses années d'une dame originaire de Kiev, qui avait vécu quand elle était jeune enfant, jeune petite fille, elle était juive, elle avait été emmenée par la police spéciale vers le ravin de Babi-Yar où était exécutée à la pelle, je veux dire c'était des fusillades et des fusillades qui n'en finissaient pas. Elle est sortie miraculeusement avec sa mère parce qu'au moment d'une cohue, ils ont réussi à se cacher dans des buissons et puis la nuit s'échapper et retourner en sécurité. Et je me souviens, cette dame, elle était interrogée, mais qu'est-ce que vous avez dit à votre mère? Et elle dit, je me souviens de lui avoir demandé pourquoi les Allemands parlaient ukrainien. Pourquoi les Allemands parlaient ukrainien? Voilà ce qu'elle a dit, cette petite fille qui devait avoir 6 ou 7 ans et qui était plongée dans l'horreur de Babi-Yar. Elle est sortie du ravin et elle a demandé à sa mère, mais pourquoi ils parlent ukrainien? Parce que c'était des auxiliaires du nazisme et qui participaient en fait à l'Holocauste, mais dans sa dimension globale, pas seulement les Juifs, mais tous les gens qui étaient des sous-hommes étaient détruits par les bandéristes. Et aujourd'hui, Stepan Bandera, on lui fait des statues, on lui fait des boulevards, etc. C'est comme si l'Allemagne, demain, commençait, je ne sais pas moi, à faire une rue Goebbels ou une rue Heinrich Himmler. Voilà. Mais on est dans l'absurdité totale. On est dans l'absurdité totale. Et ceux qui vont sur mon blog, je mets des photos, je mets des vidéos. Je ne suis pas en train de dire que tous les Ukrainiens sont des nazis. Loin de là, loin de là. Mais c'est une minorité qui aujourd'hui a pignon sur rue dans le pouvoir ukrainien.
Merci Voilà. de faire le point. Merci de faire le point parce que souvent, on va minimiser le fait nazi dans le nationalisme ukrainien en disant qu'il ne représente que 2 ou 3% de l'électorat. Mais vous venez de faire le point aujourd'hui, c'est qu'ils sont, les leaders de tout ça sont en charge dans l'État ukrainien de domaines très importants, entre autres à la défense. Et c'est important de le dire aussi, ça. Et oui, l'autre chose aussi, tous ceux qui avaient aussi la facilité de voir de l'extrême droite partout en Occident, nos journalistes pouvaient en déceler partout. Là, on a une évidence en Ukraine et silence radio. C'est quand même intéressant. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites parce que, par exemple, moi qui suis engagé d'une manière visible depuis 2014 et 2015 militairement auprès des pro-russes. Alors, quand les nationalistes me regardent, les nationalistes d'extrême droite me regardent, évidemment, ils vont me traiter de stalinien, de gauchiste, d'anarchiste, enfin j'en passe, c'est des meilleurs. Et ce qui est assez rigolo, c'est quand les mondialistes me regardent, eh ben, ils me traitent de fasciste, de nazi, d'extrême droite, etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a la réduction ad Hitlerum, la réduction ad je ne sais trop quoi, Stalinum, voilà. Réduction ad Hitlerum, réduction ad Stalinum, voilà. Et moi, quelque part, ça me fait rire parce que ça conforte ma volonté de me situer au-delà de toutes les idéologies. Voilà. Mon raisonnement et mon engagement, je le place absolument au-delà de toutes les idéologies, qu'elles soient religieuses, ethniques, politiques, tout ça, peu manchot, comme on dit. Voilà, peu manchot. Et c'est extraordinaire de voir des gens comme BHL qui fustigent l'extrême droite. Dès qu'ils voient quelqu'un de droite, ils le traitent de nazi. Et en même temps s'afficher à Odessa avec l'ancien commandant d'un bataillon spécial néo-nazi qui a été condamné. On n'est pas sur les contradictions, à une contradiction près là, pour BHL. Bien sûr que non. Vous avez un oligarque ukrainien juif qui s'appelle Igor Kolomoïski, qui a même a été cofondateur du Conseil juif du Parlement européen. Et ce type-là, en fait, il a financé 3 bataillons spéciaux sur l'Ukraine qui ont été formés dans la région de Kryvyi Rog, Dniepropetrovsk, etc. Et sur les 3 bataillons spéciaux, donc c'est Donbass, Haïdar et puis je ne sais plus le troisième, eh bien, il y a Haïdar qui affiche publiquement son idéologie nazie. Donc on a un oligarque juif dont peut-être les grands-parents ont été déportés, voire exterminés par le nazisme, et qui aujourd'hui soutient des bataillons néo-nazis. Dans l'esprit des gens, vous savez, il y a un court-circuit qui se passe. Absolument, c'est ça que je vous dis. Là, vous venez de perdre le 3/4, même le 7/8e de la population occidentale là-dessus, parce que là, on va vous répondre tout de suite, c'est impossible qu'un juif finance des groupes nazis. Oui, mais voilà, c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'on est passé dans un autre logiciel aujourd'hui. On est passé dans un logiciel où on n'est plus sur des luttes horizontales. Ça, c'est mon grand cheval de bataille. On n'est plus sur des luttes horizontales. On est sur un combat vertical entre les peuples et l'oligarchie mondialiste, la plutocratie mondialiste. Et cette plutocratie mondialiste, en fait, elle alimente ce qu'on appelle les crétins circulatoires de la marchandise. Donc, on va jeter des divisions à travers les populations. Donc, on va mettre les platistes contre… Alors, tout devient extrémiste. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, j'en ai eu dans ma famille des gens qui se disaient végétariens. Bon, ils étaient végétariens, ils étaient un peu, comme on dit vulgairement, casse-couilles. À chaque fois qu'on les invitait à la maison, il fallait leur faire leur petit menu à part. Bon, ils étaient végétariens. Mais c'est fini le temps des végétariens. Non. Maintenant, c'est des véganes. Donc, c'est des véganes qui vous insultent, qui vous agressent, qui vous traitent de tous les noms parce que vous bouffez un bout de tomate avec la carotte.
Voilà. Avant, on avait des féministes. Alors, des féministes qui ont fait un travail tout à fait honorable et respectable, puisqu'elles ont quand même redonné une égalité aux femmes, le droit de vote, etc. Bon, je vais pas refaire l'histoire des combats féministes, mais bon, les féministes, elles étaient socialement intéressantes et elles participaient quelque part au débat de la société. C'est fini maintenant, on n'a plus de féministes, on a des fémènes. On a des fémènes qui vont se dépoiler dans les lieux publics. C'est dommage qu'elles ne soient pas des plémates, la plupart qui font ça, qui vont détruire des statues dans les églises, enfin qui vont être d'une violence inouïe vis-à-vis du culte musulman, du culte chrétien, jamais du culte juif. Là, par contre, elle n'attaque jamais. Mais c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que toute personne, on va dire un petit peu marginale, on l'adresse finalement dans l'excès, dans le fondamentalisme total, pour créer des tensions horizontales, pour créer des luttes horizontales. Parce que tout ça, c'est diversant. Ça, c'est clivant et en même temps, c'est diversant. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, du haut de leur balcon, les plutocrates, ils bouffent, ils boivent du champagne et ils rigolent. Et le petit peuple se déchire en bas des palais, entre les socialistes, les républicains, les chrétiens, les musulmans, les végétariens, les carnassiers, je ne sais pas, bientôt on aura les platistes qui vont trouver encore un autre combat agressif. Tout ça, ça fait parler. Alors on en parle. Là, exacerbé pour mieux régner. Bien sûr. Regardez l'hystérie qu'il y a eu autour de la mort de la reine d'Angleterre. Ah oui. Mais c'est incroyable. Bon, qu'on lui rende hommage parce que c'est une dame respectable parce qu'elle a traversé le XXe siècle. C'est le dernier chef d'État qui a connu la guerre. C'est une reine. Bon, voilà, qu'on lui rende hommage, qu'on salue sa disparition, pourquoi pas. Bon, mais là, ça fait quoi? Ça fait une semaine. C'est l'hystérie complète, quoi. Du matin au soir, on apprend à quel âge elle a perdu sa première dent. Enfin, donc c'est quoi ce délire-là? Je vois la France, Macron, il a dit « Notre reine est morte ». Macron, on est dans une république française qui a décapité son roi. Et Macron, il dit « Notre reine est morte ». Mais la reine de quoi? De la City? Mais non, c'est pas la reine de la City. Il a oublié, Macron, que même la reine d'Angleterre n'avait pas le droit de rentrer à la City sans la permission du directeur. Le roi ou la reine d'Angleterre peuvent aller partout dans le royaume, sauf dans la City. Dans la City, ils sont obligés de demander au directeur. C'est révélateur, hein, ça c'est un détail très... Donc voilà, donc, je veux dire, on est dans une absurdité totale, mais c'est apeurant, c'est vous qui dites ça, apeurant. Hein. Oui. Au Québec, hein, parce qu'en France, on n'utilise pas ce terme-là, mais j'aime bien ce terme-là. C'est apeurant, quoi. Voilà. Hey, merci, M. Castel. On va sûrement répéter l'expérience. Je suis toujours disponible pour des messieurs comme vous avec un vécu et sur le terrain. Et c'était un grand privilège pour moi de vous recevoir et pour la première fois au Québec. Merci beaucoup. Non, mais je suis très touché déjà par votre intérêt, votre soutien. Je vous remercie personnellement de cette rencontre que je trouve pour moi vraiment vivifiante. Et puis surtout, je salue tout votre public. Ces Français du Québec que j'ai eu l'occasion de rencontrer quand j'étais en Guyane, que j'apprécie beaucoup parce que vous avez un art de vivre, vous avez un sens de l'humour, vous savez encore donner du sens à la vie et vous avez des valeurs patriotes que je respecte énormément. Et j'ai beaucoup d'amitié pour les cousins éloignés, comme on dit. Mais je vous remercie beaucoup. Et surtout, comme on dit en Guyane française, Tiembered, ça veut dire tenez bon, Tiembered. Tiembered, pas molly. Il faut tenir bon, il ne faut jamais faiblir. Voilà. Merci, M. Castel. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.